Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette. Et cet épisode, ce sera le premier du triptyque ardennais, puisqu'on enchaîne cette semaine, donc ce dimanche, le triptyque ardennais, qui est donc l'enchaînement de l'Amstel Gold Race, dont on parlera aujourd'hui, de la Flèche Wallonne et enfin du monument Liège-Bastogne-Liège. Donc, cet épisode-ci, c'est celui de l'Amstel Gold Race. L'Amstel Gold Race, c'est un petit peu la transition entre les classiques flandriennes et les classiques ardennaises, même si ça serait plutôt le terme qu'on pourrait donner à la Brabant Spear, désolé, c'est très dur à dire, la Flèche Brabançonne, donc qui se tiendra ce vendredi, pardon. Là, je m'enregistre actuellement le jeudi soir, donc je n'ai pas vu la Flèche Brabançonne. Je vous conseille de la regarder, c'est toujours une course assez intéressante. Et donc, c'est 2 jours avant l'Amstel Gold Race qui se tiendra ce dimanche. Amstel Gold Race, course qui prétend à chaque fois être une des courses les plus importantes du calendrier, juste derrière les 5 monuments. Donc, l'Amstel Gold Race, moi, c'est une course que j'aime vraiment bien parce que c'est assez tactique en termes de parcours. Donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est une course qui se déroule déjà aux Pays-Bas, autour de Maastricht, à peu près 260 kilomètres, avec pas mal de monts à escalader, des monts qui ne sont donc pas pavés, qui sont sur du bitume. Et au total, je crois que ça fait 34 monts à monter cette année, pour un total de 3195 mètres de dénivelé positif. Autant dire que tout ça sur 260 bornes, vous avez les jambes très fatiguées à la fin. Donc en fait, on tourne autour de Maastricht, de Valkenburg. Donc c'est pas une course qui est vraiment linéaire. Donc là, la météo est un peu moins importante que dans des courses où on peut avoir du vent, par exemple, qui peut donner de face ou sur le côté. Là, vu qu'on tourne tout le temps en rond, bon, au moins c'est assez clair. D'ailleurs, on va regarder tout de suite la météo. A priori, donc cette semaine, il fait assez dégueulasse partout en Europe, hein, mais a priori, ça va mieux sur le début du week-end. Donc vendredi, samedi, il devrait pas pleuvoir. Et dimanche, il devrait faire jusqu'à 18 degrés, Maastricht, avec peut-être un tout petit peu de pluie sur la fin de journée, mais bon, c'est pas un élément qui devrait être très important, en tout cas pour cette course de l'Amstel Gold Race. Euh, Au niveau du parcours, si on se penche un peu plus sur les difficultés qui sont les plus difficiles, on a pas mal d'enchaînements de monts, et à un moment, ça se calme un petit peu, et ensuite, il y a vraiment le final, là où vraiment ça explose. Et ça commence par l'attaque du Kreuzberg. Donc le Kreuzberg, il est à environ 40 kilomètres de l'arrivée. C'est très dur en termes de pente, mais c'est pas très long. C'est quelque chose comme 500 mètres à 8%. On a des passages qui vont jusqu'à 15%. C'est dur, mais bon, c'est pas le plus long. Ensuite, après, 2 kilomètres après, on enchaîne l'Eiser-Bosberg. Donc ça, c'est vraiment une des difficultés de l'Amstel Gold Race, c'est que on monte un mont. Déjà, on n'est pas sûr de redescendre juste après. Il peut y avoir des plateaux, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas trop de temps de récupération. Et puis, ça s'enchaîne très vite en termes de difficulté. Donc là, je le disais, 2 kilomètres après le Kreuzberg, on se tape l'Eiser-Bosberg, euh, qui lui fait 1 kilomètre à 8% de moyenne, avec un début très dur et la fin un peu plus tranquille. Donc ce qui fait que les pourcentages moyens sont un peu lissés, mais il faut pas s'y méprendre, pardon. Le début, c'est très difficile. Ensuite, à 33 kilomètres de l'arrivée, il y a le Kuttenberg. Si vous vous souvenez, le Kuttenberg, c'était là où Tadej Pogacar avait attaqué et réussi à lâcher Tom Pidcock et Ben Illy en 2023. Le Kuttenberg, pareil, c'est très dur parce que les pourcentages les plus difficiles sont au début. Et après, il y a un énorme plateau en fond plat montant qui fait très mal aux pattes. Donc en fait, vous lâchez les gens dans la partie la plus difficile et ensuite ils sont dans le rouge. Et vous pouvez creuser sur la partie en faux plat montant. Donc en fait, c'est tous ces enchaînements de monts qui sont très difficiles. Et la fin du parcours change. Cette année, l'Amstel Gold Race a décidé d'innover et on ne fait plus comme avant. C'est-à-dire qu'avant, enfin, on revient pardon, au tracé qui était avant 2016, 2017, si je dis pas de bêtises. Le fameux tracé où on arrivait quasiment au sommet du Cauberg. C'est là où Philippe Gilbert brillait souvent. Cette fois-ci, on y revient. C'est-à-dire que le Cauberg sera situé, je crois, pour son sommet à un peu plus de 2 kilomètres de l'arrivée. Donc ça sera vraiment le juge de paix de cette épreuve. Donc le Cauberg, juste pour rappeler, c'est 800 mètres à 7,5% de moyenne, avec des petits passages qui sont vers 12-13% là quand on est dans le virage. Et donc le Cauberg a été replacé plus proche de l'arrivée. Parce qu'il y a une période, donc de 2017 à 2024, où le Cauberg était un peu espacé de l'arrivée, dans l'optique de rendre les attaques un peu plus précoces. Parce que le problème, c'est qu'il faudrait pas que ça se limite à une course de côte où on attaque dans le Cauberg. C'est un peu ce qui me fait peur avec le replacement de ce Cauberg. Bien heureusement, on aura quelqu'un qui s'appelle Tadej Pogacar qui va dynamiter pardon, tout ça avant. Donc bon, euh, vous inquiétez pas qu'il sera tout seul devant bien avant le Cauberg. Donc ça, c'est pas trop un problème, ça sera pas une course de côte. Donc voilà pour le parcours. Donc la principale chose à noter, c'est que le Cauberg a été replacé proche de l'arrivée cette année.
Mais donc les 2 derniers kilomètres sont sur du plat et donc ça permet d'avoir un petit groupe qui se reforme, de lancer des sprints et cetera. Bref, c'est une course qui est assez intéressante, l'Amstel parce qu'on a des vainqueurs qui peuvent être un peu, protéiformes. Ça peut être des punchers, des quasi-grimpeurs, voire des mecs un peu plus sprinters, donc c'est ça qui est cool. Si on regarde rapidement ce qui s'est passé sur les dernières éditions, en 2021, c'était Wout van Aert qui gagnait au sprint devant Pidcock et Sharman, une édition assez légendaire. Le quatrième, c'était Matthews à 3 secondes. Donc c'était l'ancien parcours, évidemment. En plus, je crois qu'en 2021, c'était un peu particulier, on courait sur circuit, mais ce qui vous montre que les sprinters ont un peu leur... les sprinters qui passent bien les bosses, je veux dire, ont un peu leur carte à jouer. En 2022, c'était très mémorable pour nous les Français, puisque c'était un sprint entre Cosnefroy et Kwiatkowski. Il y a eu un petit imbroglio sur la photo finish, finalement c'était Kwiatkowski qui avait gagné. En 2023, participation de Tadej Pogacar, qui gagnait devant Banili et Tom Pidcock. Tom Pidcock était relégué à plus de 2 minutes. On avait une super performance de Banili cette année-là, mais donc euh, Pogacar s'était isolé, il avait fait 28 km en solo pour gagner. Donc ça vous montre que l'Amstel, ça se joue pas forcément dans les dernières difficultés, ça se joue pas forcément dans le couvert, surtout quand il y a Tadej Pogacar. Donc je disais devant Banili et Tom Pidcock. Et enfin, l'an dernier, c'était une édition particulièrement intéressante. Il y avait Mathieu Van Der Poel qui faisait office de d'épouvantail avec son maillot de champion du monde et après sa campagne de Flandrienne qui était tout simplement impressionnante et on se disait est-ce qu'il est capable de le faire sur l'Amstel? Et il n'avait pas été capable. En tout cas, ce jour-là, il n'était pas dans un très bon jour. Tout le monde l'avait un peu attendu et puis finalement, il y avait un groupe d'hommes forts qui s'était détaché à l'avant, un groupe de 9 coureurs, je crois, même 10, 11. Il y avait 4 Français, il y avait Kevin Vauquelin, Quentin Paché, Paul Lapéra et Valentin Madouas. Et puis il y avait d'autres hommes très forts comme Mark Hirschi, Tom Pidcock. Et donc le podium final, c'était Tom Pidcock devant Hirschi et Benoît. Et on a vu Paul Lapéra et Valentin Madouas dans le top 10, tout comme Quentin Paché. Et le peloton qui avait été réglé par les sprinters. Donc les sprinters, c'était Michael Matthews devant Marijn Vandenberg. On se souvient que la IF avait roulé derrière l'échappée pour faire sprinter Marijn Vandenberg. Ils avaient fini seulement à 11 secondes. Encore une fois, c'est l'ancien tracé, mais ça vous montre que sur l'Amstel Gold Race, quand il n'y a pas Pogacar, il peut se passer des choses dans différents scénarios. Et c'est pas toujours un puncher qui gagne. Spoiler, cette année, ça sera un puncher qui va gagner, puisque ça sera Tadej Pogacar, et donc il est temps de parler des équipes qui sont alignées sur cette Amstel Gold Race. Donc j'ai une start list qui est provisoire, qui je pense n'est pas très loin d'être la start list définitive, mais donc on va se baser là-dessus. À noter que les cotes ne sont pas encore sorties, donc on va pas pouvoir faire reposer notre analyse pardon, sur les cotes prévues par les bookmakers. Je vous propose qu'on regarde quand même qui sont les gros favoris et qu'on détaille un peu leur équipe. Donc évidemment, bien sûr, le grand favori, c'est Tadej Pogacar, qui sera le leader de la formation UAE. Autour de lui, il a une équipe très très forte, hein. Pas besoin de le préciser, mais Tim Wellens, McNulty, Narvaez, Pavel Sivakov, bref, la grosse armada pour faire sauter le peloton, et ensuite une attaque de Tadej Pogacar. Pogacar, donc, qui va faire le triptyque ardennais, Amstel, Flèche et El Bastogne-Liège, après s'être préparé pour Milan-San Remo et les Flandriennes, qu'on se souvient de sa victoire sur le Tour des Flandres et sa deuxième place dimanche dernier sur Paris-Roubaix. Mais bon, on le sait, Tadej Pogacar, il a un pic de forme infini, donc il sera évidemment en forme sur cet Amstel. La question est de savoir à quelle distance de l'arrivée il va attaquer. Pour rappel, donc je le disais la fois dernière, Pogacar, il a gagné en 2023. Il avait participé en 2019, mais bon, c'était le Pogacar d'il y a longtemps. 2019, ça compte pas vraiment. Il était encore très jeune, il était bambin. Le mec avait même pas 20 ans, donc bon, voilà. Euh, donc Pogacar qui est sur l'Amstel Gold Race cette année, qui sera le leader de la team UAE, qui va gagner. Ça, je peux le dire assez facilement. Reste à savoir quand il va attaquer. Donc on parlait tout à l'heure de Bosberg, le Kuttenberg, tout ça, c'est des endroits où je pense qu'il aura déjà fait une grosse sélection et il pourra attaquer dans ces cols-là, hein, vraiment très clairement. Il va lâcher tout le monde parce que derrière, on a des beaux coureurs, mais je pense qu'on a personne capable de suivre le Poggi. Euh, c'est peut-être l'occasion là de parler tout de suite de Tom Pidcock. Tom Pidcock qui sera a priori le deuxième favori, mais je pense favori d'assez loin quand même outsider, en étant le leader de la Q36.5. Donc Q36.5 qui est bien évidemment invité sur l'Amstel Gold Race, étant donné que Tom Pidcock est le vainqueur sortant. Euh, c'est toujours pareil avec la Q36.5, hein, l'équipe est assez faible. Il y aura David Delacruz, Gianluca Brambilla, Stuart Bax, Mark Donovan, mais bon, faut pas trop compter sur l'équipe de Tom Pidcock. Ça tombe bien, il en aura pas forcément besoin parce que lui, son objectif, ça sera vraiment d'accrocher la route Pogacar.
Euh, Tom Pitcock qui sera déjà sur la Flèche Brabançonne ce vendredi. Ça sera un premier aperçu de sa forme, qui sera toujours très intéressant. Euh, Coq, l'Amstel, c'est vraiment une course qui lui correspond. Il a une belle pointe de vitesse, il monte plutôt bien, donc évidemment, il est fort dessus. Il a participé 4 fois, il a fait 3 fois sur le podium, une victoire, donc bon, c'est évidemment une course qui lui correspond. Euh, Reste à savoir quelle sera la stratégie qu'il va mettre en place. Donc Tom Pitcock, il a au programme, lui, il n'a pas fait les Flandriennes comme un certain Pogacar. Lui, là, c'est vraiment son gros objectif de faire les classiques ardennaises. Donc l'Amstel, d'abord la Flèche Brabançonne, l'Amstel, la Flèche Wallonne et Liège. Donc je pense qu'il sera très en forme, le Tom Pitcock. C'est un de ses gros objectifs de la saison. A priori, il fait le Giro et le Tour d'Espagne. Je ne crois pas que la Q36.5 soit invitée sur le Tour de France. C'est ce qui explique pardon, sa présence sur le Giro et sur la Volta. Et donc, moi, je me demande quelle sera la stratégie de Tom Pitcock. On se souvient qu'en 2023, il a essayé de suivre à tout prix Pogacar pour finalement exploser et faire troisième derrière Benili. Là, au Strade Bianche, cette année, il a essayé de le suivre. Et il a bien vu que en essayant de le suivre, il allait se faire péter le caisson. Finalement, ça ne l'avait pas empêché de se faire la deuxième place, hein. Il n'avait pas été rattrapé par Tim Wellens et Benili. Ça, c'est assez intéressant. Mais donc, Tom Pitcock, il sera clairement le deuxième favori, mais en tant que plutôt qu'outsider. Moi, je le vois bien tenir une première attaque de Pogacar et puis craquer dans le monde suivant. Euh, Après, il reste à savoir s'il sera en solo derrière Pogacar ou s'il fera partie d'un groupe. S'il fait partie d'un groupe, il peut les régler au sprint, mais ça dépendra qui est dans le groupe. Parce que là, on a aussi des mecs avec des belles pointes de vitesse qui sont alignés. Il y a du Thibaut Nice, du Maxime Van Gils, du Wout van Aert évidemment, Nelson Poles. Ça, c'est des gens qui vont vite au sprint. Pas certain que Tom Pitcock gagne face à eux, mais ça sera intéressant de voir en tout cas combien de temps Tom Pitcock va suivre dans la route de Tadej Pogacar. Euh, on parle tout de suite Benili, parce que Benili c'est le deuxième de l'édition Pogacar donc de 2023. C'est peut-être pas le troisième favori très exactement, mais bon, vu qu'on n'a pas les cotes, on fait un peu dans le désordre, c'est pas très grave. Donc Benili qui sera évidemment le leader de la team IF, IF qui est vraiment une belle équipe. Moi j'aime bien. Euh, donc il y a Benili, il y a Nelson Poles, il y a Marine Vandenberg, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de cartes différentes. Ils auraient eu une très belle équipe pour gagner si Pogacar n'était pas là, on va pas se mentir. Donc je pense que ça sera les trois leaders. Benili qui sort du Tour du Pays Basque, où il a fait un numéro de folie sur la cinquième étape pour s'imposer en solitaire en échappée. Donc Benili, c'est un coureur qui est souvent sur courant alternatif. Cette année, il fait quatrième d'Estrade en étant assez solide. Sur Tirreno, il était un peu à contretemps malheureusement. Mais là, sur le Tour du Pays Basque, il a rassuré tout le monde en montrant qu'il était chaud. Donc je pense qu'il va performer. C'est probablement la course qui lui correspond le mieux. Mieux que la Flèche Wallonne, c'est certain, parce qu'il manque un peu de punch, Benili. Mieux que Blaise-Bastogne-Liège, je sais pas trop, mais ça se joue à peu près. Benili sur l'Amstel, donc c'est 45e l'an dernier. Donc c'est ce que je disais, c'est vraiment un mec qui est sur courant alternatif. Mais l'an dernier, il avait aussi roulé pour Marine Vandenberg, donc c'est un peu particulier. Et donc deuxième en 2023 où il était très impressionnant, donc ça va être une belle carte. Autour de lui, il aura Nelson Poles. Je pense que les deux peuvent suivre les coups, en tout cas. Poles qu'on a vu donc très fort dans à travers la Flandre, où il bat Van Aert au sprint. Sur le Tour des Flandres, il était un peu plus loin. Il finit 42e. J'attendais vraiment mieux de sa part, mais bon, on verra dans quel état il est. Je vous invite à regarder la Flèche Brabançonne, puisqu'il y participera ce vendredi et que ça peut donner un véritable indice sur sa forme du moment. Et sur l'Amstel, Nelson Poles, c'est une seule participation en 2023, il a abandonné. Donc pas trop de références. Néanmoins, c'est vraiment un terrain qui lui correspond, donc je pense que Benili, Nelson Poles, ça va jouer dans les coups à l'avant pour l'IF. Et puis derrière, il y aura Marine Vandenberg. Marine Vandenberg qui n'est pas parti du Tour des Flandres. Il était sur la liste de départ, mais il n'a pas pris le départ. Donc j'espère pour lui qu'il n'était pas malade. Mais je pense que l'Amstel est vraiment un de ses gros objectifs de la saison. Il a fait 7ème sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, 9ème sur le Het Nieuwsblad. Il a gagné le Trofeo Cessalines en début d'année, ce qui laisse présager d'une forme pas trop mauvaise pour Marine Vandenberg. Il a une belle pointe de vitesse, il peut régler pas mal de monde, je pense, sauf peut-être à l'exception d'un Thibaut Nice peut-être, ou alors d'un Wout van Aert, ça reste à confirmer, on verra. Mais donc, à surveiller Marine Vandenberg pour une belle stratégie du côté de l'AIF. Et puis Marine Vandenberg sur l'Amstel, c'était donc une 11e place l'an dernier en réglant le sprint du peloton.
en étant juste derrière Michael Matthews. Donc vraiment une belle équipe IF qui sera forcément actrice de cette édition de l'Amstel, donc ça sera très intéressant à suivre. Euh, il faut quand même qu'on parle d'un coureur qui fait son grand retour, ça sera l'occasion d'en parler tout de suite, c'est Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, donc on disait déjà pas verni l'an dernier avec sa chute autour du Pays Basque. Là, il a chuté cet hiver en se prenant un facteur, je crois, autour de chez lui, une voiture de facteur, je veux dire, pardon, autour de chez lui en s'entraînant. Donc Evenepoel qui revient enfin à la compétition en 2025 sur d'abord la Flèche Brabançonne, si je dis pas de bêtises, et ensuite sur l'Amstel. Donc déjà, on va regarder avec beaucoup d'attention ce qu'il va faire sur la Flèche Brabançonne. Ce sera son premier jour de compétition cette année, sachant qu'il n'a pas pu vraiment trop s'entraîner cet hiver. Donc ça sera l'occasion de connaître son état de forme. Euh, je me demande s'il y a moyen qu'il y ait un double leadership sur cet Amstel avec Maximilian Charman. Parce que les autres coureurs de la Quick Step, ce sera évidemment des équipiers. Cataneo, Vervac, Van Nantes, Enkamp, c'est des bons équipiers, mais ils n'ont pas moyen de faire un beau résultat sur l'Amstel. En revanche, il y a l'énigme Maximilian Charman. Charman, donc, qui a changé d'équipe cet hiver, qui est passé de la Bora à la Soudal Quick Step, là où il avait fait ses débuts en 2017 et 2018. Et Maximilian Charman a fait un très beau tour du Pays Basque où il finit troisième au général. Bon, c'est principalement dû à son chrono sur lequel il a brillé, qui lui a permis de prendre le maillot jaune, mais il a quand même montré une bonne forme, donc pourquoi pas. Franchement, on verra quel est l'état de forme pardon, de Remco Evenepoel sur la Flèche Brabançonne, et ensuite je pense que du côté de la Soudal, on verra ou pas si Sharman peut avoir un rôle de leader. L'an dernier, évidemment, c'était très compliqué, il faisait une saison un peu blanche, il a fini 106e, mais il a fait troisième en 2021 et cinquième en 2019. Donc Maximilian Sharman à suivre. Et évidemment, la vraie attraction, ce sera Remco Evenepoel. Ceci dit, l'objectif de Remco Evenepoel, c'est plus Liège-Bastogne-Liège. Donc peut-être qu'il ne sera pas encore à 100% sur l'Amstel, notamment en raison de cette chute et de ce manque d'entraînement. Donc ça sera un premier indicateur pour lui pour savoir où il se positionnera, notamment par rapport à Tadej Pogacar, puisque Pogacar, ça sera son adversaire principal sur Liège-Bastogne-Liège. À noter aussi que Remco Evenepoel fera la Flèche Wallonne. Je suis pas certain que ça soit la classique qui lui convienne le mieux. C'est quand même une course très courte, plus de côtes, même s'il a un bon punch. Et Evenpool, peut-être que c'est pas la course qui lui convient le mieux. Moi, vraiment, je l'attends plutôt sur Liège-Bastogne-Liège. Mais l'Amstel, ce sera déjà un premier révélateur de son état de forme. Donc, à suivre, évidemment. On enchaîne avec une autre équipe et on va parler de la Red Bull Bora, justement. On parle du Charman chez la Red Bull Bora. Il s'aligne cette année avec Maxime Van Gils en tant que leader, a priori. Moi, je note quand même la présence de Roger Adria. Roger Adria, donc je le disais, qui a performé l'an dernier. Maxime Van Gils, cette année, c'est un peu plus complexe. Depuis son changement chez l'équipe Red Bull. De toute façon, toute l'équipe Red Bull, à l'exception peut-être de Primoz Roglic, c'est un peu chaud cette année. Van Gils, il a pas trop performé. Lascano, totalement disparu des radars. Euh, qui d'autre? Lorenz Pitti. Tout ça, c'est des transferts qui n'ont pas encore vraiment donné leurs preuves. Donc on verra si Maxime Van Gils est capable de briller sur ces Ardennaises, qui sont vraiment son objectif de la saison. Là, en ce début de saison, c'est un peu compliqué, pardon. Euh, Quatrième du Tour d'Andalousie, c'est pas ce qu'on attend de lui, on attend un meilleur niveau. Derrière des mecs comme Sivakov ou Berthet, c'est pas ce qu'on attend de lui. Il est censé être un grand leader chez la Red Bull Bora. Sur l'Amstel, Maxime Van Gils, c'est 3 participations, meilleur résultat 7e en 2023, donc c'est une course qui peut lui correspondre. On verra, donc je le disais, s'il y a un double leadership avec Roger Adria. Roger Adria, 26 ans, donc, qui fait un début de saison lui aussi un peu en dents de scie. On l'a pas vraiment vu. Moi, c'est un coureur que j'aime bien quand même. Et puis, sur l'Amstel, il fait 14e l'an dernier, il n'était pas trop mauvais. À un moment, il était à l'avant, donc pourquoi pas. On verra si la Red Bull Bora est capable de se relever. On verra si Van Gils et Adria sont capables de justifier leur leadership. Sur le papier, c'est un des favoris, Maxime Van Gils. Je demande quand même à voir, parce que j'ai l'impression que la Red Bull Bora, ça tourne pas très rond cette année. On passe du côté de la Lidl Trek. Lidl Trek qui sera, comme sur beaucoup de courses cette année, vraiment actrice. Et encore une fois, ils alignent une très belle équipe. A priori, le leader devrait être Thibaut Nice.
Mais autour de lui, il y a des mecs comme Mathias Kelmose, Tom Skynes, Quinn Simmons qui fonctionne bien cette année, Bauke Mollema. Mollema, c'est un peu trop vieux probablement, mais ça fait un bon capitaine de route. Donc le leadership devrait quand même se partager entre Skelmose et Nice, euh, même si Tom Skynes n'est jamais enterré, évidemment. Euh, Même s'il a jamais fait de résultats probants sur l'Amstel, c'est un coureur qui aime les courses très usantes. Quinn Simmons, je le disais, qui cette année a fait une victoire sur le Tour de Catalogne, mais c'était un peu une course bizarre, mais qui a l'air en forme. Donc pourquoi pas faire un bon équipier, Quinn Simmons. Et donc, je le disais, le double leadership autour de Skelmose et Thibaut Nice. Tout d'abord pour Skelmose, début de saison mitigé. Deuxième à la Faune Classique, mais derrière un Ayuso qui était à peu près intouchable, donc ça on peut pas trop lui en vouloir. Sur Paris-Nice, on l'a pas trop vu. Il abandonne sur l'étape 7 qui arrive à Oron. Je me souviens plus exactement. Il me semble qu'il avait chuté sur un terre-plein central, si je dis pas de bêtises, mais donc voilà. On connaîtra pas, on n'a pas pu connaître le dénouement de ce Paris-Nice pour lui. Ensuite, il a couru sur le Tour du Pays Basque, pas trop longtemps après, donc ça veut dire qu'il était a priori pas tant touché par cette chute, mais bon, Tour du Pays Basque où il a été moyen, très attentiste. Il finit cinquième du classement général. Derrière Almeida, Mas, Charman et Lipovic, donc c'est pas forcément des mauvais coureurs, mais on attendait quand même probablement un peu mieux de lui. Donc on verra dans quel état de forme se situe Skelmose, parce que Skelmose, évidemment, que la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, c'est des gros objectifs pour lui. Son meilleur résultat sur l'Amstel, c'est huitième. Donc il y a moyen de jouer le top 10, voire mieux, en fonction de son état de forme. Et donc la grosse énigme, Thibaut Nice. Thibaut Nice, donc, qui est le coureur qui est en train de se révéler chez la Lidl Trek, qui a gagné le Grand Prix Miguel Indurain avec pas mal d'aisance. Je sais que du côté de la Belgique, je sais pas s'il y a des auditeurs en Belgique, mais c'est un coureur qui commence à faire monter la hype de manière impressionnante. Évidemment, il est très jeune, il a 22 ans, il a jamais fait l'Amstel. Donc on verra s'il est capable de durer sur une course aussi longue. Parce que ces 260 bornes d'Amstel, c'est très difficile. Donc moi j'attends de voir quand même pour Thibaut Nice ce qu'il est capable de faire sur des distances si longues. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir son niveau de performance par rapport au puncher. On sait qu'à la base, il a une pointe de vitesse pas trop mauvaise. Euh, Là, a priori, cette année, il s'oriente un peu aussi sur un profil de puncher. Donc c'est un coureur qu'on est en train de découvrir, qui a vraiment un très gros potentiel. Donc qui a aussi un petit capital marketing parce qu'il a une belle image en Belgique, il a un peu des codes, des tatouages, etc. Bref. C'est un coureur qui hype pas mal de monde, donc je pense qu'il sera très attendu sur cet Amstel et ça sera un premier vrai test pour lui. Donc on verra donc ce que va faire cette équipe Lidl Trek, qui sera leader, si c'est Skelmose, si c'est Nice, si on envoie un Tom Skynes, un Quinn Simmons ou un Bauke Mollema en éclaireur, mais ça sera vraiment très intéressant de suivre la stratégie de cette équipe Lidl Trek. Qu'est-ce qu'on peut viser? Je pense un top 3. Je pense qu'un top 3 est dans les camps de la Lidl Trek, ça dépendrait bien évidemment de la forme de leurs deux leaders. Mais avec une telle armada, je pense qu'on, dans le bus, on va viser un top 3. Et ils auraient bien raison. Il faut qu'on parle de Wout van Aert. Wout van Aert qui sera donc le leader de la Visma Leasebike. Visma Leasebike qui aura une belle équipe, parce qu'il y aura aussi Tige Benoot avec lui. Tige Benoot donc, qui performe sur l'Amstel. Dans une moindre mesure pardon, Ben Telet, mais bon. Je vais me concentrer ici plutôt sur Tige Benoot et Wout van Aert. Wout van Aert qui devrait être le leader, mais je pense que Tige Benoot aura un peu de latitude quand même. Donc pour rappel, Van Aert, c'est deuxième à travers la Flandre en se faisant battre au sprint par Nelson Poles et c'est quatrième du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix. Euh, L'Amstel, pour Wout van Aert, c'est une course qu'il a déjà gagnée. Donc c'est un terrain sur lequel il est capable de briller. C'était en 2021, il n'est pas revenu depuis. Le changement de parcours est pas forcément en sa faveur, mais bon, surtout ce qui est pas en sa faveur, c'est la présence de Tadej Pogacar. Je vois pas comment Van Aert sera capable de briller et de suivre au basque Tadej Pogacar, surtout que ce qui était assez frappant sur le Tour des Flandres, c'est que c'était pas dans les monts qu'il était le meilleur. En revanche, on a vu que sur à la fois le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, c'était un vrai diesel cette année, Van Aert. Il lui manque de l'explosivité, ce qui fait qu'il n'est pas capable de suivre les attaques, mais par contre, sur la durée, il monte en puissance, ce qui tombe bien puisque l'Amstel, c'est une course de 260 bornes. Donc peut-être que sur la fin, si jamais ça se remarque, ça, si ça se regroupe, pardon, si ça se marque, probablement derrière Pogacar, il peut jouer un podium.
pense qu'une deuxième place c'est accessible s'il y a un petit sprint de d'homme fort derrière. On a vu qu'il avait perdu un peu de pointe de vitesse, mais je pense qu'un top 3 il est jouable pour Wout van Aert. Et je le vois pas faire mieux que régler le groupe qui joue la deuxième place. Je pense pas qu'il soit capable d'être seul plus fort derrière Pogacar. Je pense qu'il aura forcément un coq dans les basques, peut-être un Benili. Donc ouais, je le vois pas sur Pogacar non plus. Donc je dirais ouais, c'est ça, régler le groupe de la deuxième place. On verra comment se comporte Tiesj Benoot. Tiesj Benoot qui fait une belle campagne de classique, qui a encore fait sixième du Tour des Flandres. Benoot qui est fort sur les Flandriennes, mais aussi sur les Ardennaises. Donc il y aura aussi des objectifs sur l'Amstel, la Flèche et Liège. À noter que Benoot et Van Aert font tous les deux la Flèche Brabançonne, donc on verra déjà ce qu'ils font ce vendredi. Une course qu'ils peuvent remporter très clairement. Et Benoot c'est deux fois troisième quand même sur l'Amstel, donc ça montre que c'est une course qui lui convient vraiment bien. Euh, je le vois peut-être capable d'être plus fort que Van Aert dans les monts. Après, sur la durée de la course, sur les 260 bornes, sur le sprint, on sait que Benoît c'est terrible au sprint. Je vois plutôt quand même Van Aert faire une meilleure place que Benoît. On verra quand même ce qu'ils sont capables de faire, mais très clairement du côté de la Visma, ça doit viser un podium. Mais bon, de toute façon, on sait que la victoire c'est à peu près déjà cuit, donc ça serait déjà bien de faire un podium pour la Visma Leadbeck. Donc voilà, on a parlé de pas mal d'équipes. On peut parler quand même. Il y a certaines personnes qui mettent Alexa Rambo parmi les favoris. Alexa Rambo, donc qui est chez la Cofidis depuis cet hiver. Sur le papier, une équipe pas trop mauvaise non plus, hein, du côté de la Cofidis. Il y aura Yonis Aguirre, bon, peut-être un peu vieux, Valentin Ferron, Dylan Teuns. A priori, le leadership devrait se partager entre Aramburu et Dylan Teuns. Et a priori, plutôt avec Aramburu, parce que Dylan Teuns, cette année, il n'a pas fait grand-chose. Bon, il a fait deuxième pardon, du classement général de l'étoile de Bessèges, mais bon, ça vaut pas grand-chose. Donc on verra déjà sa performance sur la Flèche Brabançonne, mais c'est son vrai objectif à Dylan Teuns, les Ardennaises. Sur l'Amstel, il a jamais fait mieux que top 10, donc je pense que ça sera peut-être plutôt pour Aramburu. Pourquoi pour Aramburu? Parce qu'il a été très très fort sur le Tour du Pays Basque. Il s'est montré vraiment à son avantage face à des punchers sur des profils qui sont censés être trop durs pour lui. Il a été vraiment bon dans les ascensions, donc il semblerait qu'Alexandre Aramburu soit dans une belle forme cette année. Et évidemment que si ça se joue au sprint, il a une belle pointe de vitesse. Donc je pense aussi qu'un top 10 est envisageable pour Alex Aramburu. Je pense que Cofidis peut avoir des belles intentions sur cette course-là. À noter qu'Aramburu fera aussi la Flèche Wallonne et Liège. Je pense que l'Amstel est peut-être la course qui lui convient le mieux. Et on verra pour Liège, mais l'Amstel est probablement celle qui lui convient le mieux. Donc si c'est le moment de faire un gros résultat, ça sera sur l'Amstel. Donc voilà, ça c'était les principaux gros favoris. Je vous propose qu'on passe rapidement en vue les autres équipes qui seront alignées à ce départ de l'Amstel Gold Race. À noter qu'on n'a toujours pas parlé de français, et donc on va le faire tout de suite en parlant de l'équipe Tudor. L'équipe Tudor qui vient avec une belle équipe, puisqu'il y aura Marc Hirschi et Julien Alaphilippe. Hirschi qui semblait très très fort l'an dernier. Le problème, c'est que moi, la Tudor cette année, j'ai un peu du mal. Commençons par Marc Hirschi. Euh, il a gagné sa première course de la saison, le Grand Prix de la Communauté de Valence, et depuis, il est un peu transparent, hein, vraiment. Marc Hirschi, l'an dernier, il était incroyable. Il aurait dû gagner, c'était peut-être le plus fort, mais dans le sprint, il joue pas très bien sa carte, donc meilleur résultat deuxième. Là, cette année, c'est compliqué, hein. Donc, c'est son gros objectif de l'année, à Marc Hirschi, les classiques ardennaises. Donc, on verra déjà ce qu'il fait sur l'Amstel, mais je suis pas très confiant. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il est pas non plus parmi les favoris. Un peu le même problème pour Alaphilippe. Alaphilippe, c'est plus une question de vieillesse, je pense, là, de fin de cycle, plutôt qu'une question de forme, hein, parce que Marc Hirschi est jeune. Alaphilippe, début de saison poussif aussi, hein, vraiment. Sur le Tour du Pays Basque, qui m'a vraiment pas rassuré. Incapable de suivre les meilleurs, de se démarquer en échappée. Euh, Évidemment, les Ardennaises, ça sera son gros objectif de la saison, mais j'ai très peur pour lui. Il devait être sur le Tour des Flandres, il a été enlevé parce qu'il était malade. Je sais pas dans quelle forme il se pointe. Donc évidemment, j'adorerais que Alaphilippe fasse un beau résultat, mais je vous cache pas que j'ai un peu du mal à y croire. Alaf, dans ses grandes années sur l'Amstel, c'était toujours sixième, septième ou quatrième, entre 2015 et 2021. Là, je vois pas comment il peut jouer le top 10, et ça me fait très mal de le dire, mais
Voilà, je pense qu'à la Philippe, on est un peu à la fin d'un cycle. Et donc j'ai du mal à voir cette équipe Tudor briller. Mais j'espère vraiment qu'à la Philippe va me faire mentir. Côté Astana, Astana qui vient avec une équipe qui sera a priori plutôt autour de Clément Champoussin. Clément Champoussin qui fait un beau début de saison. Donc c'est peut-être une des meilleures chances françaises, Clément Champoussin sur cet Amstel. Encore une fois sur le Tour du Pays Basque, il s'est montré très fort. Pas toujours bien placé, notamment parce qu'il fait un chrono inaugural nul. Mais ensuite, il y a des moments où il était quasiment le deuxième plus fort sur les montées. Donc pourquoi pas faire un beau résultat pour Clément Champoussin sur l'Amstel. Je pense qu'il sera leader incontesté de l'équipe à Astana. Reste à voir s'il est capable de tenir la longueur sur une course de 260 bornes. Voilà, tout simplement. Euh, il y aura Warren Barguil qui sera aligné avec la team Picnic PostNL. Pareil, Warren, c'est un peu le même problème que Julien Alaphilippe, hein. C'est vraiment sur une fin de cycle. Là, sur ce début de saison, il galère aussi, il galère. A priori, je crois qu'il a eu un problème, une maladie au début de saison, ce qui fait qu'il n'était pas vraiment très bon, mais c'est un coureur qui performe souvent sur les Ardennaises, Warren Barguil, mais là, cette année, j'ai vraiment du mal à le voir faire quelque chose de bien. Je suis désolé pour toi, Warren, mais je te vois pas trop briller sur ces Ardennaises, et notamment sur l'Amstel. Du côté de la Jayco, on sera évidemment autour de Michael Matthews, même s'il y aura aussi un Ben O'Connor dans l'équipe. Ben O'Connor, début de saison archi compliqué euh, du côté de la Jayco, donc je pense que ça sera tout pour Matthews. Matthews, c'est un coureur qui a déjà brillé sur l'Amstel, évidemment. Euh, il faisait troisième en 2015, donc c'était il y a très longtemps, et pourtant l'an dernier, il fait encore dixième, septième en 2022, quatrième en 2021. Matthews, pour moi, ça joue le top 10. Donc très clairement, il a le profil pour. Il fait encore quatrième de Milan-San Remo cette année, en réglant le sprint du groupe qui se jouait la deuxième place pardon, derrière Ghana et Pogacar. Je pense que sur un scénario similaire, c'est-à-dire où ça se regroupe derrière, il sera pas loin de jouer la deuxième place. Donc vraiment, très belle carte Michael Matthews pour la Jay Coalula. Il y aura aussi Mauro Schmidt, pardon, j'ai galéré à le dire, c'est difficile. Mauro Schmidt qui fait un beau début de saison, qui s'est montré à l'attaque. Donc pourquoi pas pour suivre des coups Mauro Schmidt. Ça sera à surveiller. On n'a pas parlé de la Movistar, mais ça sera un peu compliqué. Ils n'ont pas vraiment de coureurs très en forme. Il y a du Ruben Guerrero, Davide Formolo. J'ai un peu du mal à les voir briller là-dessus. Euh, Ineos, on n'en a pas encore parlé. Je ne sais pas qui sera le leader. Si ça sera Axel Laurence, Magnus Sheffield. Peut-être plutôt Magnus Sheffield parce que je pense que c'est trop dur pour Axel Laurence, l'Amstel. Axel Laurence qui fait un début de saison un peu compliqué parce qu'il est toujours bien placé, mais il n'arrive jamais à scorer. Alors que son équipe le met dans des bonnes dispositions, il n'a jamais gagné, il n'a pas gagné cette saison. Donc il prend un peu en maturité, mais pour l'instant il a du mal à concrétiser. Donc je pense que ça sera encore une fois un peu trop dur pour lui sur l'Amstel. Reste à voir ce que fera Magnus Sheffield. Sheffield qui semblait assez fort sur le Tour des Flandres, sur à travers la Flandre, même s'il n'a pas fait de beaux résultats, donc ça sera peut-être lui le leader de la formation Ineos. Mais bon, on ne pourra pas jouer mieux qu'un top 10 du côté de la formation Ineos. On arrive sur les grosses équipes françaises. Groupama FDJ, qui sera autour de Valentin Madouas, évidemment, et de Romain Grégoire, qui seront les deux leaders de l'équipe. J'oublie pas totalement Quentin Paché, hein, qui a fait huitième l'an dernier. Pour Madouas, c'est vraiment la course qui lui convient très bien sur le papier, l'Amstel. C'est très exigeant, c'est très long, donc ça lui convient bien. Reste que cette année, Valentin Madouas, c'est pas très bon non plus, hein. 17e sur le Tour des Flandres, on espérait qu'il fasse un peu mieux. Après, sur l'Amstel, il fait 6e en 2024, il faisait 8e en 2019, donc c'est une course qui lui correspond. Sait-on jamais? Moi, j'espère que Madouas va nous faire vibrer. Peut-être le meilleur français, notre meilleure carte française, à égalité avec Romain Grégoire. Romain Grégoire qui, lui, par contre, fait un bon début de saison. Il n'a pas gagné sur le Tour du Pays Basque après cet imbroglio là sur l'étape d'Aramburu. Il a gagné à la Faune Ardèche, encore dans un contexte un peu bizarre. Donc, Romain Grégoire ne pourra pas jouer la win hein, sur l'Amstel, mais je pense qu'il sera pas très loin de jouer un top 10. Donc, on verra si c'est lui ou Madouas qui fait la meilleure perf pour la groupe AMFDJ. Autant lui, je suis à peu près certain de sa performance, Romain Grégoire. Autant Madouas, c'est vraiment très compliqué de prévoir, donc c'est pour ça que je me mouille pas trop. Mais je pense que le meilleur français sera pas loin d'être dans l'équipe Groupama, hein, très clairement. De ceux dont on a parlé pour l'instant, je pense que c'est vraiment peut-être avec Champoussin à la rigueur. Les meilleures cartes françaises,
Des cartes françaises, on aura aussi quelques-unes du côté de la Décathlon AG2R, donc qui vient avec Dorian Godon. Dorian Godon, c'est peut-être un peu trop dur pour lui quand même, l'Amstel. On sait qu'il avait gagné sur la Flèche Brabançonne, mais sur l'Amstel, c'est peut-être un peu trop dur. J'ai du mal à le voir capable de tenir dans le groupe qui jouera les places d'honneur au sprint. En revanche, j'ai hâte de voir ce que fera Jordan Labrosse. Jordan Labrosse, en ce début de saison, il a l'air en forme. Sur la Classica Rennes antérieure, il était fort. Donc, il a 22 ans, il est très très jeune, mais s'il fait un top 20, un top 15, s'il arrive à se montrer comme l'avait fait Paul Lapéra l'an dernier, c'est peut-être l'occasion d'avoir une petite révélation côté AG2R. Donc, moi, je le suivrai avec attention. Il y aura aussi un peu Bastien Tronchon dans le même état d'esprit. Cette année, ils viennent sans Benoît Cosnefroy, qui est toujours blessé du genou. Donc ça, c'est vraiment dommage. Sans Victor Lafay, pareil, qui revient de blessure. Sans Paul Lapéra, qui est blessé. Donc c'est un peu compliqué en termes de leadership du côté de la G2R. Pourtant, ils ont des très belles cartes sur le papier avec les coureurs que je viens de citer, mais ils sont tous en convalescence. Donc on se base un peu sur les rookies, sur les Bastien Tronchon, sur les Jordan Labrosse. Donc on verra s'il y en a un qui est capable d'accrocher un beau résultat. On n'a pas parlé de la Bahreïn. La Bahreïn, il y a des très belles cartes, avec Pello Bilbao, Santiago Buitrago, et j'inclurais même Fred Wright. Je pense que Maurice, c'est trop dur pour lui cette année. Il est pas trop dans le coup. En revanche, les trois que je viens de citer précédemment, Bilbao, Buitrago, Fred Wright, il y a des très belles cartes. Alors Bilbao, il fait un très beau début de saison à l'UAE, mais ensuite il a un peu disparu. Mais Bilbao fonctionne en général très bien sur les Ardennaises. Il fait 9e l'an dernier. Il était dans le bon coup pour jouer la gagne sur l'Amstel, donc à surveiller. Buitrago, très fort en début de saison, sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Sur le Tour de la Communauté de Valence, qu'il remporte. Donc, très bonne force. Santiago Buitrago. Il va faire le triptyque ardennais aussi. Je crois qu'il a jamais fait l'Amstel, donc pas trop de références là-dessus. Je sais pas s'il est capable de tenir la longueur, mais il a fait troisième de Liège-Bastogne-Liège en 2023. Donc a priori, c'est quelqu'un qui est capable de faire un beau résultat. On verra dans quel état il est. Et puis il y a Fred Wright. Fred Wright, j'ai envie d'en parler parce que il a fait un Tour des Flandres pas trop mauvais. Il fait 9e de Paris-Roubaix. Donc c'est une course qui lui convient pas trop mal sur le papier à Fred Wright. 10e de 100 Milan San Remo. Si jamais il est capable de tenir dans le groupe qui se jouera les places d'honneur, vu qu'il a une belle pointe de vitesse, ça peut faire un top 10. Donc je pense leader peut-être plutôt Buitrago, avec Pello Bilbao en électron libre, et puis Fred Wright qui va s'accrocher le plus longtemps possible pour faire un petit top 10. Ça sera intéressant de voir ce que va faire la Bahreïn Victorious. Côté équipe française, on a aussi la Arkea qui sera autour de Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin qui l'an dernier était dans le bon coup avant de lâcher sur la fin. Kevin Vauquelin qui vient de remporter le Région Pays de la Loire Tour. Bon, c'est pas une très grande adversité, c'est des coupes de France, donc c'est pas non plus la folie. Moi, je le dis tout le temps, mais Kevin Vauquelin, je trouve qu'il a du mal à durer sur la distance. Et dès qu'on a des courses de plus de 250 bornes, il répond pas présent. Donc c'est ça qui me fait un peu peur avec lui. Je le vois vraiment briller sur la Flèche Wallonne. Pourquoi pas faire un top 5, voire un top 3. Sur l'Amstel et Liège, je pense que c'est trop long pour lui. J'espère qu'il me fera mentir. Après, c'est aussi un jeune coureur, Kevin Vauquelin, il a 23 ans, il faut qu'il prenne de la bouteille. Mais voilà, c'est pour ça que je le vois pas trop briller sur cette Amstel Gold Race. Du côté de la Messine de Koenig, on vient sans Mathieu Van Der Poel, donc là, quand un seul être vous manque, pardon, et tout est dépeuplé, il est temps que cet épisode se finisse, je n'articule plus. Euh, il y aura Quinton Hermans qui sera là. Quinton Hermans, qui était un grand espoir en 2022, et depuis, c'est un peu compliqué. Moi, je vais suivre ce que fera Emile Verstringue, parce que j'aime bien le cyclocross, et donc ça sera intéressant de voir ce qu'il va faire. Euh, donc voilà, ensuite il y a la Lotto, Uno X, ça va être compliqué de briller pour eux. Du côté de Israël, on ramène a priori pas Stephen Williams, qui est pas dans une forme éclatante, donc on verra qui sera leader, peut-être Lutsenko, mais c'est un peu compliqué pour ces équipes-là. Euh, du côté de la Unibet Tietema, il y aura quand même Lucas Koubis qui fait un début de saison de folie, donc on verra s'il est capable de briller sur l'Amstel. Et enfin, le team Total Energy, qui vient a priori avec une compo 100% française. Bon, j'ai du mal à les voir briller, il y aura quand même Mathieu Burgodeau, mais
On espère qu'ils vont attaquer dans les échappées matinales pour qu'on les voit un peu à l'écran. Donc voilà, c'est fini pour la preview de l'Amstel. Pour récapituler, je vais pas me prononcer contre une victoire de Pogacar. Franchement, il va gagner. C'est quasiment évident. Il a une équipe très très forte. Il est au-dessus de tout le monde cette année. Donc comme on disait, Pogacar qui est très fort, qui gagne tout seul. Devant peut-être Pidcock, on verra combien de temps il est capable de suivre Pogacar. On verra s'il explose pas en vol en essayant de le suivre. Ensuite, on a quelques mecs qui sont peut-être capables de tenir dans un groupe à l'avant. Je sais pas, un Ben Illy, un Nelson Poles, un Thibaut Nice, un Maxime Van Gils. On verra en fonction des états de forme. Il y aura la grosse interrogation Remco Evenepoel, dont on aura déjà un élément de réponse ce vendredi. Et puis ensuite, derrière, je pense qu'on a un pack de coureurs assez homogène, avec des gars qui devraient probablement se regrouper, puis en un sprint en petit comité. Donc c'est tous les gars dont on a parlé, et puis à ce jeu-là peuvent en tirer une bonne carte, notamment Thibaut Nice ou encore Wout van Aert. On verra comment ça va se passer avec le positionnement du Koberg à nouveau proche de l'arrivée. Moi, je pense que ça sera déjà joué pour la victoire avec Pogacar, mais on verra ce qu'il en est derrière. Si ça réattaque dans le Koberg, si ça arrive à faire la différence dans le Koberg et à tenir jusqu'à l'arrivée pour faire des places d'honneur. Et enfin, côté français, les meilleures cartes, a priori Clément Champoussin, Romain Grégoire, Valentin Madouas. Et puis on verra ce que fait Alaphilippe, s'il est capable de tenir la dragée haute au meilleur pour jouer une place d'honneur sur cet Amstel, ce qui serait une très très bonne nouvelle, même si, je vous l'ai dit, je n'y crois pas trop. J'espère que cet épisode vous aura plu, pardon. Donc là, on a un bel enchaînement de courses avec la Flèche Brabançonne, l'Amstel, qui sera peut-être une des plus belles courses, la Flèche Wallonne. Flèche Wallonne ce mercredi prochain, si je dis pas de bêtises. Et puis finalement, Liège-Bastogne-Liège ce dimanche. Enfin, dimanche après, pardon. Évidemment, c'est pas les Flandriennes. Il y a peut-être un petit peu moins de hype sur les Ardennaises que sur les Flandriennes. Notamment parce qu'il n'y a pas Van Der Poel, mais il y a Pogacar, donc on s'attend à une course qui est écrasée. Mais donc on verra, on va prendre chaque course l'une après l'autre, et puis je pense que sur l'Amstel, on a moyen de s'amuser un petit peu. J'espère que ce podcast vous aura plu, et je vous dis à une prochaine. Salut!